Bien, donc voilà, quelques questions après cet exposé important. Oui, il y a une question que je me pose, monsieur. Tout à l'heure, dans ma présentation rapide, j'ai évoqué ce qui se passe aux États-Unis. Vous aviez fait allusion. La ville de New York, si je ne me trompe, j'avais lu ça sur une revue, alimente en eau 9 millions d'habitants, en eau potable, issus de bassins versants forestiers. Alors ici, dans notre région, là, je salue d'ailleurs le directeur du canal de Provence, moi je pense à cet exemple, nous avons la chance effectivement d'avoir de l'eau issue du Haut-Verdon. Le canal de Provence publie tous les ans d'ailleurs une petite note sur la qualité de l'eau, mais néanmoins, il y a le transport. Or, ce qui se passe ici, c'est que l'eau est stockée et transportée à ciel ouvert, et pendant toute cette période, je pense qu'elle collecte un certain nombre d'impuretés et produits nocifs. Alors, comment font les Américains? Ou alors c'est des investissements très coûteux dans des transports par canalisation et bien protégés. Sinon, il faut forcément traiter après en aval. L'eau brute que distribue le canal de Provence en Basse-Provence, nous, les utilisateurs, en tout cas pour l'usage domestique, nous sommes obligés d'avoir un système de traitement individuel. Alors, dans le cas de New York, il y a deux différences. La première, c'est que le chemin de l'eau est plus court que dans votre cas. Et la deuxième, c'est que l'essentiel du transport se fait en tuyaux fermés enterrés à partir de, j'allais dire, une quinzaine de kilomètres après avoir quitté les débuts des sources des bassins. D'où le coût quand même au niveau de la distribution. Enfin, ceci dit, d'après les Américains ont envisagé de passer au traitement, en tout cas pour partie. Ils ont fait machine arrière de voir la différence de coût entre les installations d'usines de traitement et l'eau potable issue de bassins versants forestiers. J'ai cité tout à l'heure Munich, qui est une autre ville célèbre pour une autre utilisation de l'eau. Ça s'appelle l'Oktoberfest. Et c'est la bière. Et pour ce fait, il y avait une culture de l'eau à Munich qui était très forte. Donc en termes de coût, l'ordre de grandeur, quand Munich a craint dans les tout débuts des années 90, donc 90-91, à avoir recours du traitement de l'eau, donc l'étude économique qu'ils avaient fait à l'époque, c'était donc en coût réévalué actuel 23 centimes d'euros par mètre cube s'ils avaient dû traiter, et toutes leurs opérations réévaluées au coût actuel, à la valeur actuelle de l'euro, de plantation des 1500 hectares de forêt de Mangfall et de paiement pour une agriculture écologique, une agriculture biologique, mais avec des contraintes sur les quantités de fumier apporté à l'hectare, mais je ne rentre pas dans les détails agronomiques de ce type d'agriculture, ce coût revient à 2 centimes d'euros par mètre cube distribué. Donc l'ordre de grandeur, c'est de 23 à 2 entre les solutions curatives telles que je les ai évoquées et les solutions préventives telles qu'elles sont appliquées par Munich depuis 127 ans, ce qui veut dire que l'entêtement des élus à vouloir en permanence être très présents sur le bassin d'alimentation a des résultats très favorables. Nous sommes très intéressés d'entendre un agronome confirmé comme vous mener des éléments de comparaison en matière de qualité de l'eau entre les surfaces agricoles et les surfaces forestières. On écoute avec intérêt vos propos qui confirment d'autres travaux qui sont menés sur la valeur de la forêt et de l'eau. Et je voudrais vous interroger sur une question portant sur la mixité des territoires agricoles et forestiers. Et cette question est en deux temps. La première est de savoir si le monde agricole est capable, dans son monde strict des territoires agricoles, d'atteindre des degrés de nitrification de l'eau par leurs intrants acceptables, c'est-à-dire aller en dessous des 50 mg par litre. En fonction de votre réponse, il y a deux hypothèses et une question que je pose. Où ils y arrivent, et tant mieux, il faut les aider à y arriver, et nous, on fera bien de notre côté, et on verra comment mixer les deux. Mais si par hasard ils n'y arrivaient pas, c'est là où je vous demande votre question, ne pourrions-nous pas imaginer, en partant des réflexions qui sont menées actuellement, c'est pas des réflexions, des actions qui sont menées sur les quotas carbone, je prends un autre secteur des services environnementaux rendus par la forêt,
et imaginez des quotas où les agriculteurs, je fais court, achèteraient aux forestiers l'effort de dénitrification qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Voilà ma question en 2 temps. Alors, question en jeu. Donc, j'espère que la ligne directe est branchée à Bruxelles. Première réponse. Oui, des formes d'agriculture permettent de créer des eaux de qualité. Pour un exemple public, je vous renvoie à une petite commune lorraine qui s'appelle Montenoy, où les bassins d'alimentation convertis à l'agriculture biologique depuis 1978 livrent une eau à 16 mg par litre de nitrate, 0 phytosanitaire. Donc, parfait. On est loin en dessous des 50 mg par litre de nitrate et aucune trace phytosanitaire, qui est à l'heure actuelle un des vrais soucis pour les gestionnaires de l'eau. Donc, des formes d'agriculture peuvent, bien sûr, respecter la qualité des eaux. À l'heure actuelle, ce que je vais dire est un truisme. Si ces formes d'agriculture sont peu développées, c'est qu'elles ne sont pas les plus rentables. Et donc, ce qu'il faudrait changer, c'est un certain nombre de règles sur la répartition tant des aides publiques que de la rentabilité des productions agricoles. Le deuxième point de votre question, quand même, malgré ce fait, il n'est pas sûr du tout que dès demain, en claquant des doigts, tous les bassins d'alimentation en eau potable de France et d'Europe deviennent en agriculture biologique. Ce ne serait pas du tout stupide. On manque de production,